Donc, d'abord situer le magazine Striptease. Donc, je travaillais à l'époque pour Striptease, donc des sujets de société de 13 minutes. Et moi, disons que je suis plus attiré vers des sujets un peu politiques au sens large du terme. Et j'avais remarqué les déclarations un peu tonitruantes de Willy Burgon, qui à l'époque donc était, je pense, président du Parlement wallon. Et surtout, il était en fin de mandature. Donc, j'ai toujours trouvé intéressant de faire des portraits ou d'aller voir des gens qui sont en fin de mandature parce qu'ils ont moins la langue de bois. Donc voilà, ça c'était le départ, et donc j'étais le trouver, et je lui ai dit voilà, est-ce qu'on pourrait faire un sujet sur la fin de ta mandature, et en même temps tu raconteras tout ce que tu as vécu, on te filmera dans la réalité, des contacts politiques, bon ça peut être intéressant. Il avait accepté, donc on était parti sur cette base-là. Donc j'aime pas le terme portrait parce qu'en striptease on ne faisait pas des portraits, mais disons suivre la vie quotidienne d'un président, d'assemblée wallonne. Et puis lors des conversations, parce que la caractéristique de striptease, en même temps de tout ça, ne rendra pas le Congo, qui est un peu la continuité, c'est que on a des contacts très, très fréquents, très directs, sans caméra, avec les gens qu'on filme. Et dans les conversations, il me dit ce serait quand même pas mal si on pouvait aller en Corée du Nord. Je le regarde, je dis en Corée du Nord, oui, je suis responsable d'une association d'amitié entre la Corée du Nord, la Belgique et la France, et ce serait peut-être intéressant que vous filmiez. Alors tout de suite, je dis la Corée du Nord, tu n'en pourras jamais y aller, c'est le pays le plus fermé au monde. Et il me dit, écoute, je vais essayer. Je dis, écoute, alors là, tu laisses tomber complètement ton portrait. Si on peut faire ton portrait au travers un voyage en Corée du Nord et nous ouvrir les portes d'un pays totalement hermétique. Et puis donc on s'est réunis, et puis finalement est ressorti de ces négociations le fait qu'ils acceptaient qu'on aille filmer avec Willy Burgon, mais ils mettaient une condition, évidemment une condition politique, c'est que c'est un caractère officiel et que Willy Burgon soit accompagné d'une délégation d'hommes politiques. C'était pas un voyage vraiment officiel, c'était un voyage officieux, mais avec des vrais parlementaires qui allaient non pas au nom de leur parti, mais en leur nom propre. Donc tous les gens que vous voyez dans le film, deux d'ailleurs malheureusement même trois sont décédés depuis, l'ancien de la Volksuni, l'ancien de Groen et Borio qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc avec von Quickenborn qui aujourd'hui fait une carrière politique et d'Allemagne et de Stex aussi qui continue une carrière politique assez remarquée je dirais. Et donc j'ai été rencontrer toutes ces personnalités-là, je leur ai dit voilà, l'origine c'était un portrait de Burgon, il nous a proposé de l'accompagner en Corée du Nord, on a dit évidemment ok, la Corée du Nord a posé ses conditions, on a dit d'accord, voilà, est-ce que ça ne vous embête pas de faire partie d'une délégation ou une équipe de télévision où vous suivra caméra sur l'épaule 24 heures sur 24. Ils ont donné leur accord, je veux dire, ça s'est bien passé. Et tout le monde était un peu excité quand même à l'idée de rentrer dans ce pays, où d'ailleurs Willy Burgon se vantait déjà à l'époque d'avoir été passé 2 ou 3 fois ses vacances. Bon, voilà. Moi je préfère passer mes vacances sur la Méditerranée qu'en Corée du Nord, mais enfin tous les goûts sont dans la nature, donc il avait tout ça pour dire qu'il avait déjà ses entrées en Corée du Nord, il y avait déjà été, donc il connaissait le pays. Alors évidemment, la grande inquiétude pour un journaliste dans un pays dictatorial comme celui-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir dégainer l'objectif? Est-ce qu'on va pouvoir travailler normalement? Donc ça, c'était quand même la grande inquiétude. Donc on avait dit à Willy Burgon, auprès des représentants de la Corée du Nord à Paris, on lui avait dit, écoute, il faut quand même qu'on puisse filmer, parce que si on t'accompagne et qu'on ne peut rien filmer, nous, ça va nous coûter de l'argent, on va perdre de l'argent et on va perdre son temps. Ou alors on devra filmer de manière cachée, mais c'est quand même dans ces pays-là extrêmement dangereux, je n'ai pas envie de croupir dans une prison pendant 10 ou 15 ans. Et donc là, en effet, dès l'avion s'est atterri,
On est descendu les premiers et on a filmé, d'ailleurs c'est une des premières scènes du film, on a filmé l'arrivée de Willy Burgon à la tête de la délégation qu'on avait déjà drillée évidemment, hein, tous les gens savaient pourquoi on était là, ce qu'on faisait. Hein, et voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est imposé vraiment comme faisant corps à la délégation et nous avons pu filmer quasiment tout ce qui s'est passé. Alors, évidemment, dans la tête des Nord-Coréens, c'était se dire à la fois par rapport aux Occidentaux, on fait preuve d'ouverture, et d'un autre côté, on en a un retour politique positif. Plus on parle de nous en espérant en bien, évidemment, eh bien, pour nous, c'est un gain politique, c'est une ouverture, donc laissons-les filmer. C'était quand même un film, bon, revenir avec 2-3 heures de matière de Corée du Nord, bon, c'est quand même pas, je veux dire... Voilà, c'était surtout présenté comme ça, d'une manière vivante, parce que vous pouvez toujours être invité en Corée du Nord. Si vous n'avez personne à filmer, que vous ne filmez que cette triste réalité, ça n'a aucun relief. Il faut la mettre, je veux dire, il faut la mettre en forme. Il faut qu'il y ait entre guillemets des acteurs qui puissent aider à la décrypter et qui puissent donner de la vie et du mouvement et confronter des points de vue. Remarquez que de temps en temps, avec les autorités nord-coréennes qui les accueillaient, bon, il y a des discussions. Ça, évidemment, pour nous, c'était du pain béni. Il y avait des frictions, effectivement, sur notamment les marchés. Hein, tout à fait. Parce qu'on voulait voir les marchés. C'est pour ça qu'on les a montrés en images d'archives, qui avaient été recherchées, donc, qui était un film qui avait été fait dans le plus grand secret, entre parenthèses. Hein, donc, il faut savoir que tout était calculé pendant le reportage. Il faut savoir, par exemple, qu'ils ont émis pendant notre présence des émissions en français. Oui. Donc vous entendez... Oui, parce que le preneur de son, génialement, a eu la présence d'esprit sur son petit transistor qu'il avait caché, d'enregistrer ces émissions, et donc sur une bande à part, évidemment, et sur son agra, et de le mettre... Donc ça nous a permis de meubler, enfin pas de meubler, mais de mettre ces accroches son sur le reportage qui donne d'ailleurs extrêmement bien. Donc tout était... Donc il faut savoir que toutes les visites, par exemple les gens qui soi-disant ils rencontrent dans un parc au hasard, il n'y a aucun hasard. Ces gens sont là parce que dans d'autres délégations, paraît-il, on leur propose exactement le même programme. Donc rien n'est laissé au hasard. Le hasard n'existe pas là. Tout est minutieusement préparé. Une autre petite anecdote, un moment avec De Stex, parce que les rapports ont été très bons durant le tournage, on s'est serré les coudes, on s'est échappé. Donc on est parti, parce qu'on était en permanence surveillé. Oui. On filmait, mais on était quand même en permanence surveillé. Et donc on s'est échappé et on est allé comme ça à la rencontre de gens tout à fait au hasard dans les campagnes, je ne sais plus exactement dans quel coin on était. Eh bien, les gens nous regardaient d'abord, il y en avait sans doute qui n'avaient jamais vu des Blancs, et d'autre part, ils nous regardaient vraiment avec un regard plutôt haineux qu'accueillant, quoi. Bon, il y avait l'obstacle de la langue, évidemment, donc, le lavage de cerveau est tellement bien fait que, à mon avis, chez beaucoup de gens, comme ils ne connaissent rien d'autre, alors peut-être que maintenant la situation change avec Internet, avec les réseaux sociaux, peut-être que la situation est en train, le mur est en train de s'ébrécher. Dans tous les cas, à l'époque où tout était encore fermé, donc c'était dans les alentours de l'année 2000, c'était dans ce moment-là où on a fait le reportage, eh bien, voilà, ça nous a aussi marqué en se disant, tiens, allez, ils devraient nous accueillir les bras ouverts, les libérateurs, mais pas du tout. Hein. Donc ils se méfient énormément de nous, parce que dans leur intellect, parce que dans leur conscience, voilà, dans leur façon de vivre, bon, à part le leader tout-puissant et bien-aimé, rien n'est bon, quoi. Hein, voilà. Oui, il y avait cette question du lavage de cerveau qui revient particulièrement dans cet épisode assez épique de l'école. Ça se voit très bien, je trouve. Donc où là, on a vraiment un exemple d'enfant qui déclame par cœur un texte complètement appris, et là, on est vraiment dans une dynamique où le lavage de cerveau commence très très tôt. Et il est entretenu autour de cette idéologie et cette idolâtrie, hein, le mythe de la personnalité qui est... Avec la formation aussi, comme dans tous les anciens régimes communistes, vraiment d'une élite. Hein. Donc pour eux, en fait, la façon de vendre leur pays, c'est de dire, bon, il y a des élites, des élites culturelles notamment, hein, des élites sportives aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une élite qui est je veux dire, très choyée, chouchoutée, si je puis me permettre ce néologisme, par le système, bien sûr l'armée, hein, ça va de soi, mais
aussi, encore une fois, toute une élite qui est évidemment choisie, qui est complètement maîtrisée et contrôlée. Et donc le système vit parce qu'il y a une nomenclatura qui existe et qui vit très bien, elle, par rapport, je dirais, je ne sais pas, ça représente peut-être 1,5%, 1%, 2%, 10%, je n'en sais rien, mais à mon avis, ça n'excède certainement pas 10%, à mon avis, beaucoup moins. Et à côté de ça, il y a 90%, 95% du système qui vit, enfin je veux dire, les gens crèvent de faim, quoi. Les gens crèvent la faim, mais ils vivent dans, comment je dis, ils sont tellement sur des rails que c'est extrêmement difficile d'en sortir. Tout le monde sait qu'il y a des camps de concentration, ce qui n'empêche pas d'ailleurs dans certaines zones proches de la région chinoise, alors je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais je pense que ça s'est même agrandi, il y a des sociétés, des multinationales américaines, européennes ou asiatiques de venir fabriquer notamment produits textiles, etc., dans des zones je veux dire, détaxées. Donc il y a des zones franches qui existent le long de la frontière chinoise où ils construisent. Donc, parce qu'en fait, la Corée du Nord, il faut bien comprendre qu'elle s'est effondrée le jour où la Russie communiste, l'Union soviétique, s'est écroulée. Donc vraiment, le début du déclin de la Corée du Nord, c'est quand Gorbatchev a mis fin à l'Union soviétique. Mais surtout, vous voyez, le décorum stalinien, comparer les défilés sur la place rouge à Moscou ou en Chine, etc., encore aujourd'hui, et faites la comparaison avec ces immenses défilés où des millions de personnes doivent participer de force. Il y a, vous voyez, un système qui est totalement ahurissant quand même. C'est ce qui a donné en fait ce film qui est à la fois une vision quand même de ce qu'est la Corée du Nord, qui marche au pas, tout le monde marche au pas. C'est un pays assez effrayant, même totalement effrayant je trouve à ce niveau-là, de la malaxation des cerveaux. Enfin, on est vraiment là dans un pays où il n'y existe aucune liberté. D'ailleurs à l'époque on pouvait pas encore, on devait laisser tout ce qui était matériel audio, vidéo, on ne pouvait rien prendre, on devait laisser tout ça, à part notre caméra bien sûr, mais sinon tout devait être laissé. Pour la petite histoire, on allait porter nos cassettes, à l'époque c'était encore des cassettes avec lesquelles on travaillait, on allait porter nos cassettes à l'ambassade de Suède tous les soirs. Vous n'avez jamais demandé de couper la caméra? Non. Assez surprenant. Ouais, voilà. Assez surprenant, mais bon. Parce que ça les arrangeait, parce que tout était balisé, évidemment. Mais nous, ça nous arrangeait aussi, quelque part, de montrer cette mise en scène, parce qu'elle se voyait, évidemment, sans commentaire. Alors aujourd'hui, si c'était à la télévision française, ils rajouteraient des commentaires folle dingue, ils souligneraient 10 fois au marqueur que eux sont les mauvais et nous sont les bons. Enfin bon, vous connaissez les tendances aujourd'hui de la télévision, on prend les gens pour des cons ou des adultes. Donc voilà. Et nous on n'a pas voulu faire ça. Donc, et le film a très bien marché. Pouvoir tourner ce qu'on a pu tourner dans un pays comme ça, c'était assez remarquable. On a, me semble-t-il, évité complètement la langue de bois, et la langue de bois s'est retournée contre leurs auteurs. Contre les Coréens, finalement. Voilà. Et eux, ils étaient contents apparemment du film. Alors ça, c'est bizarre, ils étaient contents du film. Et je vais vous donner une anecdote quand même, parce que moi j'aime toujours bien d'essayer d'être un peu... comment je veux dire, un peu dialecticien, de voir les choses, de ne pas se contenter de notre point de vue d'occidental. Ce film a été projeté dans pas mal de festivals, et notamment il avait été sélectionné dans un festival de télévision publique. J'oublie le nom du festival, mais peu importe. Donc c'est une des plus grosses manifestations de réunions, disons, où tous les professionnels de télévision publique se réunissent une fois par an. Et cette fois-là, c'était en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, où les Noirs venaient, enfin c'était post-Mandela, enfin où Mandela était au pouvoir à l'époque, donc c'était... Eh bien, ce film était très mal reçu par les gens de l'ANC qui étaient dans la salle. On s'est fait terriblement attaquer en disant que et l'équipe de télévision et surtout les parlementaires se comportaient comme des colonialistes et que au moins eux, la Corée du Nord, les avait beaucoup aidés dans leur lutte anti-apartheid, alors que les Occidentaux s'étaient longtemps fait prier pour les aider. Peut-être que c'est pour ça aussi que les Coréens du Nord ont très bien reçu
le film parce qu'ils sont totalement dans leur démarche. Ah, ils sont dans leur démarche. Nous on travaille forcément la compréhension au 2e, voire 3e degré, mais eux l'ont pris au 1er degré. Donc eux n'y ont absolument pas vu malice. Et Burgon, à l'époque, quand il n'était pas encore fâché avec nous, il disait oui, le film a été bien reçu par les Nord-Coréens, ils sont très contents de la visite, ça s'est très bien passé, parce qu'en plus, après, si vous voulez, les parlementaires ont débriefé auprès du ministère des Affaires étrangères et peut-être d'autres autorités, l'Union européenne, voire l'OTAN ou que sais-je. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses critiquables, mais d'un autre côté, c'était un petit peu forcément une bande de galopins dans une cour de récréation. Il y avait ces aspects-là, ok, ils se marraient, mais d'un autre côté, je trouve qu'à certains moments, ils ont posé les bonnes questions. Entre eux, ils n'ont pas fait la langue de bois. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication tel qu'il existe, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si c'était à refaire dans les mêmes conditions, ils auraient la même attitude de liberté par rapport à la caméra. Et justement pour... Alors attendez, je vous donne toutes mes anecdotes puisque ça va servir pour le débat. Il faut savoir que ce film était présenté au FIPA. Eh bien, on n'a pas eu le Grand Prix. Vous savez pourquoi ? Parce que dans le jury, on a eu un prix spécial, enfin je ne sais plus lequel, parce que dans le jury, il y avait 2 membres éminents de la BBC, les grandes télévisions de référence, à nous tous. Eh bien, ils ont cru en effet que les gens de la délégation, c'était des comédiens. C'était pas des vrais parlementaires. Ah oui. Et que tout ça n'était qu'une vaste manipulation. Vous voyez ? Et donc, on a dit chapeau pour votre truc, mais c'est un vrai faux documentaire. Alors quand je leur ai dit, mais attendez, en français dans le texte, je leur ai dit, mais vous n'y pensez pas, c'était des vrais parlementaires. Alors ils se sont regardés, on a dit, sorry, alors si on avait su ça, vous auriez eu le prix. Voilà. Donc pour vous dire quand même que de la part de professionnels qui sont membres de jurys internationaux, eh bien ils ont cru que, en fait, tous ces gens-là n'étaient pas des vrais parlementaires, étaient des comédiens. C'était déjà pour moi le début, vous voyez, déjà cette espèce de télévision qui dit le faux en prétendant dire le vrai ou montrer le vrai, eh bien c'était déjà installé dans la tête de grands professionnels. Enfin j'imagine, moi je ne connaissais pas ces gens-là. Voilà, je voulais vous donner cette anecdote parce que vous étiez sur la manipulation. Oui, et justement ça nous amène à parler du docu-fiction, parce que c'est vrai que la délégation de très haut niveau avait beaucoup fait parler d'elle, c'est un épisode d'anthologie de l'émission Striptease. Puis après, il y a eu l'autre événement phare dans l'histoire audiovisuelle belge récente, c'était Bye Bye Belgium. Oui. Alors là, justement, il y a cette démarche de manipulation, en quelque sorte, qui est balisée aussi. Mais, qui est complètement balisée. Hein. Mais qui a créé un choc, et qui est basé sur l'émotion, sur l'émotif. Hein. On se souvient tous des réactions que ça avait suscité. Et là, on a justement des personnes réelles, c'est un vrai faux documentaire, des personnes réelles, qui joue un jeu d'acteur. Voilà, exactement ce qu'on nous avait reproché, ce qui n'était pas le cas pour la délégation de haut niveau. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est la première heure de la fin de la Belgique. On est bien d'accord que c'est ça qu'on raconte pendant l'émission, au travers un journal télévisé, donc un breaking news, comme il se passe quand il y a des événements importants aujourd'hui. Alors, d'abord, j'ai toujours expliqué, c'était pour montrer que ce pays était déliquescent. Pour moi, il l'est toujours, même si on nous fait croire l'inverse. J'estimais que c'était le moment de montrer la réalité du nationalisme flamand, contre quoi, à titre personnel, je n'ai rien, sauf s'il est de nature fasciste, évidemment. Mais c'était important que les francophones prennent en compte le fait que le courant nationaliste en Flandre, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pas qu'un phénomène qu'on retire des élections, etc. C'est une vraie réalité. Et donc, ça c'était la base. Et puis à partir de là, on a réfléchi dans l'esprit striptease un peu provocant, etc., de voir quelle est la meilleure façon de faire passer cette idée-là en dehors des débats traditionnels qui se déroulent le dimanche à RTL ou à la RTB, ou des interviews dans les journaux télévisés, de manière un petit peu choquante, pour vraiment prendre conscience. Ça c'était vraiment le début. Et puis on a imaginé de faire un vrai faux journal. Et à ce moment-là de l'élaboration sont venues en effet toutes les idées qu'on avait justement on parle du dérèglement climatique, mais je parlais de dérèglement médiatique, donc de cette évolution vers la télé-réalité, vers ce que j'appelle aujourd'hui vraiment la manipulation de masse, que sont les médias audiovisuels
je dirais pas en permanence, mais en tous les cas une tendance forte aujourd'hui des médias audiovisuels. C'est-à-dire de présenter les choses d'une certaine façon, etc., et pas dans son ensemble. Oui. Hein, la télévision est un outil extrêmement réducteur, et donc forcément, il faut faire des choix, et à partir du moment où on fait des choix, forcément, on laisse une grosse partie de la réalité de côté. En fait, toute la question que tout le monde nous pose toujours quand on a été dans de multiples endroits, c'est mais comment vous avez laissé faire? Voilà. Et moi je dirais que c'est la vacuité du système belge qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire que le système belge est un système extrêmement friable, voilà, parce qu'il y a un manque d'identité dans ce pays. Enfin, on connaît comment fonctionne la Belgique aujourd'hui. Et comme comme je disais, mon idée en particratie, etc., qui a un discours dominant, etc., il faut que pour qu'on reste quand même en démocratie, qu'on permette, si vous voulez, à la soupape de sécurité de fonctionner. Et nous, on est cette soupape de sécurité, à Striptease, il y a d'autres qui fonctionnent et qui permet de dire qu'on vit toujours en démocratie parce qu'on peut faire ce genre de choses. Maintenant, je suis persuadé que jusqu'au dernier moment, beaucoup de gens ont cru qu'on ne le ferait jamais et qu'on ne nous donnerait pas l'autorisation de le faire. Raison pour laquelle les gens ont été d'autant plus surpris que ça se soit retrouvé sur antenne. Donc, j'avais aussi, en pensant Bye Bye Belgium, en écrivant le scénario de Bye Bye Belgium, ce qui sortait complètement de ce qu'on fait d'habitude à Striptease, parce qu'on n'écrit absolument rien à Striptease. On repère des situations, des personnages, mais rien n'est écrit. On espère que ça va évoluer d'une telle façon, mais voilà. Là, c'était vraiment une démarche très différente. Bon. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a écrit ce scénario, mais on a travaillé sur la matière réelle. Donc on a fait des vrais reportages, on a fait des reportages de fiction, on les a mélangés exactement comme est la télévision aujourd'hui. Les gens, on a estimé qu'ils étaient assez grands pour dénouer le vrai du faux, ou le faux du vrai. Donc, alors je ne dis pas qu'on prêche le faux, je ne dis pas que les gens sont des manipulateurs, je dis que tout devient une mise en scène. Regardez le journal de France 3 aujourd'hui, le Grand Soir. Ce n'est plus qu'une mise en scène. On met en scène systématiquement l'information. Et de plus en plus, je trouve qu'aujourd'hui, les médias, contrairement à ce qu'ils disent, sont complètement impliqués dans la vie politique et économique. L'information est devenue une marchandise, punt and line, comme on dit en néerlandais, et rien d'autre. Et donc, forcément, aujourd'hui, tout a une valeur, l'information a une valeur, et il faut faire le show, il faut faire le spectacle. Regardez une journée, si vous tenez le coup, les télévisions 24 heures sur 24, enfin, c'est du remplissage, c'est tout pour moi, sauf de l'information, quoi. On est dans l'ère de la désinformation et surtout de la communication. Voilà. On n'est plus dans l'ère de l'information. Alors on est abreuvé d'informations, mais les gens n'ont jamais été aussi peu informés. C'est les commerciaux qui décident aujourd'hui. C'est la pub, hein. Dites-vous bien que la pub c'est hyper important. Tout le monde se laisse faire, voilà. Moi à un moment donné, à Striptease, on avait dit non à certaines choses. Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire non à ces dérives, il faut pouvoir relever la tête, on n'est pas d'accord. Il y en a marre de cette marchandisation, où tout est marchandisation aujourd'hui. Quel avenir pour l'information, quel avenir pour la Moi, je vais vous dire, il faut se battre pour une chose, garder la liberté d'expression et le pluralisme d'opinion. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a presque plus de pluralisme d'opinion. C'est la pensée unique de centre-gauche ou de centre-droit, qui est d'ailleurs menacée par l'émergence d'un populisme ou de droite ou de gauche, hein, qui prouve que le système ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je pense que les médias sont grandement responsables de ça. Je crois que ça, c'est fondamental, se battre pour la liberté d'expression et qu'il y ait des endroits comme ça. Mais bon, ces endroits-là n'émergent pas non plus par hasard, il faut aussi avoir du talent. Je veux dire que le talent, là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mettent leur talent au service de la télévision telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je voudrais bien que des gens qui ont du talent la mettent au service d'autres produits télévisuels. D'une autre télévision. D'une autre télévision, on peut rêver.